bonjour à tous, ou rebonjour. L'objectif de cette présentation, c'est de parler d'un sujet un petit peu différent. Vous avez plein de gens qui vont vous vendre des solutions, des logiciels, des appliances, etc. Nous, on va parler de gens, puisque un gros vecteur d'attaque que nous, on constate aujourd'hui, c'est l'ingénierie sociale. Et dans ce cadre-là, nous, sur nos équipes offensives, on étudie les techniques qui sont utilisées par les attaquants pour manipuler les gens dans le cadre de campagnes de phishing, dans le cadre de phishing, d'intrusion physique, etc. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de biais cognitifs, qui sont les techniques finalement qui sont utilisées pour manipuler les gens et derrière obtenir des informations sensibles. Alors, pourquoi faire de l'ingénierie sociale déjà du point de vue d'un attaquant ? Les attaquants aujourd'hui sont forcés d'augmenter le niveau de technicité puisque les défenseurs augmentent aussi le niveau de technicité. On a de plus en plus de solutions qui existent, qui sont de plus en plus performantes pour détecter des codes malveillants, pour détecter des contenus suspects et qui vont forcer à augmenter le niveau des attaques pour pouvoir les contourner. Le problème, c'est que du coup, arrive un moment où c'est plus rentable finalement d'essayer d'attaquer le biais technique parce que ça va prendre trop de temps pour l'attaquant. Qu'est-ce qu'on va faire du coup ? On va privilégier d'attaquer les utilisateurs directement, ce qui va permettre beaucoup plus facilement d'obtenir des informations. Pour ça, donc tout ça c'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, c'est finalement attaquer les gens et leur mode de fonctionnement, comment ils pensent, pour essayer d'obtenir des informations sensibles. Ça peut être des mots de passe, ça peut être un accès à distance, ça peut être un asset critique pour la société, ça peut être une information, donc voilà, tout ce genre de choses. Et donc les attaquants, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont créer des scénarios pour aller voir les gens et essayer de construire une relation, une discussion pour obtenir ces informations de manière la plus discrète possible sans éveiller la méfiance de la victime. Il y a un point qui est intéressant et qui est hyper important pour les attaquants et pour les défenseurs. Moi, je fais le parallèle avec l'entonnoir de conversion, qui est un truc de commerciaux. C'est que dans votre campagne de phishing, vous allez avoir cet effet entonnoir où vous allez envoyer, un attaquant va envoyer un mail à 100 personnes. Mais sur ces 100 personnes, en fait, il y en a peut-être que 40 qui vont l'ouvrir. Et sur ces 40, il y en a peut-être que 12 qui vont télécharger la pièce jointe. Et sur les 12, il y en a peut-être que 5 qui vont activer les macros. Donc en fait, de la même manière qu'un commercial, pour avoir un contrat, il va devoir démarcher énormément de prospects parce qu'il y a cet effet d'entonnoir où finalement il y a des pertes à chaque étape. On va avoir exactement la même chose pour un attaquant, typiquement dans le cadre d'une campagne de phishing. Pour augmenter les chances de succès, donc pour augmenter ce chiffre final finalement de gens qui vont jusqu'au bout du scénario, on a deux modes de fonctionnement. Le premier, c'est de modifier le scénario pour diminuer le nombre d'étapes, puisqu'à chaque étape, on va perdre des gens. Et le deuxième, ça va être d'essayer de manipuler la cible pour éviter qu'elle se pose trop de questions et pour justement éviter qu'on ait trop de pertes à chaque étape. Pour ça, c'est intéressant de comprendre comment les gens fonctionnent. Alors, je ne suis pas docteur en psychologie ou quoi que ce soit, mais quand on regarde un petit peu des travaux en psychologie cognitive qui se font actuellement, on a pas mal d'éléments qui distinguent deux modes de pensée, la pensée intuitive et la pensée rationnelle. La pensée intuitive, son nom est assez explicite, on est sur une pensée qui est rapide, on a une pensée qui a un faible effort, qui va être influencée par les émotions, par le ressenti, par les choses que vous avez déjà vécues, par les habitudes que vous pouvez avoir. Et du coup, c'est quelque chose qui va être plus facile à exploiter, parce que si vous avez le bon contexte, c'est quelque chose qui va être assez facilement prédictible. Les réactions des gens vont pouvoir être facilement prévues, et vous avez la connaissance sur un certain nombre de biais, de manières de penser, qui fait que vous allez pouvoir influencer ça. Par opposition, on a la pensée rationnelle, qui est une pensée qui va être lente, où là, on va vraiment avoir ce côté analytique, on va réfléchir à ce qu'on est en train de faire, on va réfléchir aux faits, on va réfléchir au contexte, et du coup, forcément, c'est là que la cible va plutôt se rendre compte de l'attaque. Donc les biais cognitifs, c'est des raccourcis erronés qu'on va prendre dans notre mode de réflexion. Les deux modes de pensée sont impactés par ces biais, même si la pensée intuitive l'est plus et de manière plus directe. Et surtout, on est tous touchés par ces biais. Tous, on a des raccourcis. Et donc là où un attaquant, un manipulateur ou même un bon négociateur va pouvoir abuser de ça, c'est qu'il va avoir conscience de ces biais pour pouvoir les exploiter. Donc ça, c'est typiquement des techniques qui peuvent aussi être utilisées pour, par exemple, négocier l'achat d'une voiture, etc. Puisque finalement, vous êtes toujours dans cette démarche de comprendre comment l'autre personne fonctionne et comment je vais pouvoir l'amener à me fournir ce que moi je veux. Quelques exemples de biais cognitifs. Alors, il y en a un qui est assez connu aujourd'hui, assez médiatisé, c'est ce qu'on appelle le biais d'autorité. Quand vous avez des instructions qui vont venir d'une personne que vous percevez comme une figure d'autorité,
Alors, généralement, vous n'allez pas trop réfléchir, vous allez appliquer. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup aujourd'hui, puisqu'on parle beaucoup de fraude au président. Donc, un scénario où quelqu'un se fait passer pour un décideur de la société et va manipuler, par exemple, un assistant, un comptable, ce genre de choses pour obtenir un virement frauduleux. Il y a aussi des travaux qui ont été réalisés aux États-Unis, c'est l'expérience de Milgram qui est assez connue, en présentant quelqu'un finalement comme une figure d'autorité. Là, dans l'expérience de Milgram, c'était un scientifique, un docteur, donc avec tous les attributs, la blouse blanche, le calepin pour prendre des notes, etc. Les gens vont beaucoup moins se poser de questions parce qu'ils disent c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui a l'autorité, c'est quelqu'un qui a raison, donc j'applique. Donc ça, c'est un premier biais qui est hyper intéressant. Un deuxième biais qui est assez courant, c'est le biais de cadrage. Alors là, forcément, vu qu'on parle de biais cognitif, l'énoncé, il est facile de le déchiffrer. Mais quand on vous dit que vous préférez une solution A qui vous donne 25% de chance de succès, ou une solution B qui a 70% de risque d'échec, il y a beaucoup de gens, instinctivement, ils vont préférer la solution A, parce qu'on leur parle de chance de succès. Alors que la solution B, 70% de risque d'échec, c'est quand même 30% de chance de succès. Donc c'est beaucoup plus positif, donc c'est beaucoup plus intéressant. Enfin, beaucoup. C'est plus positif et plus intéressant. Mais c'est la manière de présenter les choses, le choix des mots, le choix d'utiliser des concepts qui soient positifs ou négatifs, qui vont finalement influencer les gens et influencer votre prise de décision. C'est comme ça qu'on arrive à des éléments de langage absolument géniaux, comme des notions de plan de sauvegarde de l'emploi, qui est un nom qui est vachement plus flatteur que plan de licenciement. Quand on parle d'une tendance qui est à la baisse, qui est quand même une manière de dire que ça augmente toujours, mais un petit peu moins. Donc c'est vraiment une manière de présenter l'information, pas de manière fausse, mais en utilisant des concepts qui vont aider le message qu'on veut faire passer. Un autre biais, et alors ça c'est très important dans le cadre de la sécurité, c'est le biais de normalité. Les incidents sont globalement rares, n'en déplaise à tous les gens qui vendent des solutions de détection, mais pour le commun des mortels, les choses se déroulent relativement normalement dans le quotidien, ça tourne. Du coup, quand il y a quelque chose de potentiellement suspect, les gens vont pas tout de suite se dire je suis en train de me faire attaquer, non, c'est normal. Et du coup, si on prend un chargé de recrutement qui est une cible privilégiée pour tout ce qui est phishing, un chargé de recrutement il passe sa vie à recevoir des CV par mail, c'est son boulot. Là, s'il reçoit un Word avec un Word en pièce jointe qui est un peu déconnant, un peu louche, il va se dire la personne s'est foirée en envoyant son mail, tant pis, je passe au suivant. Alors que potentiellement, on est sur une pièce jointe infectée qui va pouvoir avoir un contenu, etc. Mais quand c'est fondu dans la normalité, dans l'activité, la personne va pas, même s'il y a un petit quelque chose qui dépasse, la personne ne va pas se dire attention, j'ai quelque chose de suspect qui se passe, et va continuer tout à fait normalement. L'effet de halo, c'est le fait, alors c'est un peu lié au biais d'autorité, c'est le fait qu'une caractéristique qu'on va percevoir comme positive ou négative va orienter l'ensemble de l'évaluation de la situation. C'est un petit peu le côté la première impression va influencer tout le reste. Il y a des études qui montrent, et ça c'est moche mais c'est comme ça, que les personnes de plus grande taille sont statistiquement mieux rémunérées parce que finalement, instinctivement, ça doit peut-être être perçu comme étant plus rassurant, plus qualitatif. Et finalement, on arrive sur ces biais-là. Les personnes qui sont perçues comme belles vont être plus facilement recrutées. Donc ça, c'est parce que, en fait, quelqu'un qui va être plus grand, quelqu'un qui va être plus beau, et pas forcément meilleur, mais en fait, il a cet effet de halo sur une qualité positive qui fait finalement qu'on va avoir ce prisme positif qui va dépasser sur tous les autres éléments. Donc ça, on peut l'abuser justement pour taper vers notre biais d'autorité. C'est que si vous avez quelqu'un qui est en costume cravate dans un immeuble de bureau un peu classique, costume souvent, ça va plutôt être la tribu des décideurs, la tribu des chefs avec la cravate et tout. Donc tout de suite, on va avoir instinctivement ce réflexe de se dire ok, personne qui a de l'autorité, personne qui a de la compétence, et du coup c'est là-dessus qu'on va pouvoir appuyer derrière pour aller vers notre biais d'autorité. Un autre qui est intéressant, alors celui-ci marche bien lors des engagements en phishing, donc le phishing par téléphone, mais il marche très bien aussi si vous voulez négocier des choses, c'est le biais d'engagement. Plus une personne va passer du temps sur une décision, plus il va s'investir et plus il va persister dans sa propre direction. Un vendeur qui a investi du temps à échanger avec vous, à vous présenter un modèle, à vous présenter les options, à vous présenter, etc., il va avoir tendance à vous faire une meilleure remise pour conclure sa vente, parce qu'avec tout le temps qu'il a investi, il n'a pas envie de vous perdre. Alors que si vous avez passé juste 2 minutes avec lui et que après c'est terminé, lui il perd sa vente, c'est pas grave, il n'y a pas passé trop de temps. Lors des phases de phishing, nous ce qu'on va faire auprès de nos cibles, de nos victimes, finalement c'est qu'on va pas tout de suite aller discuter des points qui nous intéressent vraiment, on va vraiment construire ce dialogue avec nos cibles
pour petit à petit amener déjà une part de confiance et surtout que la personne se sente engagée dans la discussion, ce qui fait que quand on va lui demander quelque chose derrière, quand on va lui demander une action, elle va avoir plus de mal à couper court finalement et à refuser parce qu'elle sera plus investie dans l'échange. Un dernier qui est intéressant dans le cadre de cette présentation et que je rajoute toujours à la fin, c'est le biais d'angle mort, puisqu'on pense tous qu'on n'est jamais ou moins concerné par les biais cognitifs que les autres. Donc maintenant que vous avez vu cette présentation, vous êtes tous des experts en biais cognitifs et du coup vous n'allez jamais vous faire avoir. C'est complètement faux. On pense tous qu'on est moins biaisé que les autres, qu'on va moins se faire avoir, mais en fait on est tous sujets à ces biais. C'est important d'en avoir conscience et c'est important de revenir sur ce mode de pensée rationnel, réfléchi, pour se poser la question, ok, est-ce que je fais là, est-ce que c'est pas finalement, est-ce que c'est pas du réflexe, est-ce que c'est pas une décision trop hâtive, trop directe pour évaluer l'effet de la situation. Pour illustrer un petit peu tout ça, je vous propose un retour d'expérience sur une campagne de film qu'on a fait dans le cadre d'un red team pour un client. Donc pour ceux qui ne sont pas sur tout le jargon, le red team, on est sur un engagement qui se veut réaliste d'une attaque sur un long terme sur un client. On a un client qui nous a sollicité en mars, enfin avant, mais on a commencé en mars 2022. On était sur un engagement qui durait 4 à 6 mois et l'objectif c'était de prendre la main sur le système d'information de ce client sans détection. Sachant que c'est un client qui était relativement mature, ils avaient un SOC, des équipes sécurité, des solutions, etc. Et nous, on était en boîte noire, donc on n'a pas d'informations, finalement on a des informations qu'aurait quelqu'un d'extérieur. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une première phase de reconnaissance, identifier qu'est-ce qu'on trouve sur Internet, et là on tombe sur quoi ? On tombe sur une interface de VPN. Alors les VPN c'est bien, avec le Covid maintenant tout le monde en a exposé sur Internet, VPN, bureau à distance. Et ce VPN il nécessite un login mot de passe d'un collaborateur. Donc nous ça veut dire que là on a identifié que si on arrivait à trouver un login mot de passe, on avait potentiellement un moyen d'accéder à leur réseau interne. On a aussi vu que ce VPN, l'interface de connexion, clairement le design était un peu vieillot. Donc c'était quelque chose d'intéressant parce que potentiellement c'était des technos qui étaient un petit peu obsolètes, potentiellement quelque chose d'un petit peu lent, donc ça pouvait servir dans un scénario. Donc notre objectif ça a été d'identifier des utilisateurs et de les manipuler pour récupérer les identifiants d'un utilisateur à se connecter à ce VPN. Qu'est-ce qu'on a fait pour se préparer ? On a créé une fausse page accès à distance, on a repris la charte graphique de notre client, on a pris un certificat HTTPS avec le petit cadenas vert, tout ce qui va bien, on a acheté un nom de domaine qui ressemblait au nom du client. Un nom de domaine ça coûte 7 €, donc on va pas bien loin. On fait du repérage sur LinkedIn, on cherche qui sont les responsables, qui sont les personnes intéressantes. Là on a cherché des chefs d'agence, on a cherché des responsables d'équipe, etc. On va sur le site de cette société, on identifie des numéros de téléphone et on monte un scénario où on va appeler la victime, tenter de l'amener sur notre page de connexion, de la faire se connecter, et en fait au lieu de la connecter bien entendu, ça va pas du tout la connecter, ça va juste nous récupérer ses logins mots de passe, et derrière on va nous utiliser ce login mot de passe pour se connecter au vrai VPN et avoir l'accès. Au niveau du déclenchement, donc, on repère le numéro de téléphone, on appelle une agence en se présentant comme un technicien de la DSI. On échange on demande à voir la personne qui est responsable d'agence, on s'appelle par les prénoms, on se tutoie, on est collègues après tout, donc tout va bien. On discute avec les chefs d'agence, on est au début du Covid, donc il y a beaucoup de difficultés, on ne sait pas trop où on en est, donc on écoute les gens, ils nous présentent un petit peu comment ils s'adaptent, est-ce qu'ils ont les bons moyens, est-ce qu'ils ont les bonnes solutions, les accès pour leur continuité d'activité. Et puis après on leur explique que vu que le VPN il est un peu vieux, ce qu'on avait repéré, nous on avait un nouveau qui était en cours, mais du coup on l'a sorti un peu plus vite que prévu pour s'adapter au Covid. Mais il y a certaines agences qui ne sont pas bien raccordées. Est-ce que vous pouvez aller tenter de vous connecter sur telle agence pour nous aider, pour voir si l'agence fonctionne ou pas ? Forcément la personne, ça fait 5 minutes qu'elle discute avec nous, on est bien sympa, on écoute ses problèmes, on la rassure, etc. Donc du coup elle veut nous aider. Donc elle va se connecter à notre faux portail, taper son login mot de passe, et derrière elle a un petit message d'erreur qui lui dit ça n'a pas marché. Bon, on lui dit écoutez, ça n'a pas dû marcher sur votre agence, on va faire des investigations. Pour l'instant, continuez à utiliser votre système habituel, et puis on vous reprend. Sauf que nous, en fait, on a derrière le login mot de passe qui est enregistré quelque part dans notre infra. Et du coup, on n'a plus qu'à se connecter à leur vrai VPN. Et une semaine après, on avait la main sur l'ensemble de leur réseau. Encore 2 semaines après, on avait la main sur l'ensemble du groupe mondial. 0 détection.
Donc ça peut aller très vite, très loin à partir de finalement un vecteur d'accès initial qui est assez simple. On a téléphoné à quelqu'un pour lui demander de l'aide. Donc comment on a fait derrière pour avoir ça? Finalement, on a mis la victime en confiance. On a discuté avec elle, on lui a apporté de l'aide, on a construit les briques qui allaient bien, on se désigne par les prénoms, on se connaît, on travaille dans la même société, on a les codes un petit peu, etc. On a les éléments clés, on ne va pas lui demander son mot de passe, on lui demande de se connecter sur un site qui est sécurisé, il y a le petit cadenas vert, tout va bien. La situation, en plus, elle est difficile, on est en début de Covid, on a un petit peu profité. Du coup, elle a quelqu'un qui va l'aider, quelqu'un qui va l'écouter, quelqu'un qui va essayer de lui proposer des solutions. Et du coup, ça s'est tellement fondu dans cette situation où finalement, on a quelqu'un de la DSI qui nous appelle pour discuter de problèmes de rattachement. Il va nous filer un coup de main, on a monté en place les choses, ça a l'air d'être quelqu'un de la boîte, etc. Que quelques semaines après, en fait, ils se souvenaient absolument pas qu'il y avait un technicien de la DSI qui les avait appelés pour tester un VPN. Ils ne s'en souvenaient même plus. Et donc ça, niveau investigation après, pour savoir par où la personne est rentrée, eh ben, vous êtes grillé. Donc voilà un petit peu quelques infos sur les techniques utilisées par les attaquants pour manipuler des gens. Un petit retour d'expérience sur vraiment un cas concret qu'on a pu dérouler. J'espère que c'était intéressant et si vous avez des questions, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir.